Donc l'ensemble des participants, des membres autour de cette table, participent tous à la commission, enfin au groupe de travail qui a été piloté avec brio par Mme Lenoir Salfati, à l'exception de Joël Moré-Bailly, qui est là pour ses compétences en droit de la santé. Alors voilà ce que nous vous proposons pour cette table qui est plus linéaire que ronde, il me semble. Vous l'avez compris, on parle là d'un vrai processus de réingénierie de la formation à l'ostéopathie. Donc nous avons répertorié 5 grands thèmes qui nous paraissent pertinents, qui concernent ce dispositif. Je vous les cite. Donc ces thèmes sont la méthode de ce processus de réingénierie, ensuite bien entendu son contenu, les conséquences à la fois sur la formation puis sur les professionnels, et enfin les conditions d'application et de contrôle, Madame Lenoir Salfati en a parlé un peu, de ce dispositif. Donc pour chacun de ces thèmes, je vais poser 2 ou 3 questions qui me paraissent pertinentes, et chacun choisira ou non d'y répondre, et ensuite je vous proposerai pour chaque thème de poser des questions suivant le même principe que ce matin, c'est-à-dire claires, concises, de manière à ce que nous puissions débattre. Donc le premier thème, c'est la méthode du processus. Donc que pensez-vous du processus de réingénierie de la formation des ostéopathes en termes de méthode? Est-ce que vous considérez que ce dispositif est équilibré entre les différents participants autour de cette table, en incluant Ostéo de France, qui n'est donc pas là? Et puis, quels sont les éventuels points de fragilité de ce dispositif, s'il y en a, notamment en cas de recours en annulation? Vous vous souvenez qu'en 2007, il y a eu beaucoup de recours en annulation, et que c'est une des raisons pour lesquelles on se retrouve avec autant d'établissements de formation. Voilà. Qui souhaite répondre à cette première question? Moi, je ne vais pas y répondre parce que je le trouve très bien sûr. Peut-être qu'on peut demander à Joël s'il a une idée. Je dirais peut-être quelques mots sur les recours après. Non, je ne vais pas répondre à la question non plus. En revanche, je vais remonter un petit peu plus haut parce que c'est un peu pour ça qu'on fait venir un universitaire qui n'a pas forcément les mains dans le cambouis et qui en l'occurrence connaît bien moins le dispositif que tous ceux qui sont là. Donc je vais peut-être dire des bêtises et de me décrédibiliser, en tout cas d'atteindre le peu qui reste de crédibilité, je vais éviter de le faire. Mais je voudrais faire une remarque générale sur ce qui a amené à ce groupe de travail. Parce que j'ai été assez frappé, moi, sur le dispositif par la phase préliminaire, c'est-à-dire la phase contentieuse. Le fait qu'il a fallu quand même un certain nombre de recours, je crois pas loin d'une 50aine, pour qu'in fine, le ministère admette qu'il y avait un problème, avec des prises de position de commissaires de gouvernement, dans la dénomination de l'époque, pour dire qu'il y avait quand même un certain nombre de difficultés. Je voulais insister là-dessus parce qu'il me semble que s'il y a pu avoir un débat qui visiblement était relativement serein ensuite, c'est parce qu'il y avait eu d'abord cette démonstration de force ou cette prise de position ou cette volonté de ne pas accepter un système qui pouvait être considéré par les acteurs de l'ostéopathie comme problématique, puisque justement on agrée l'ensemble des écoles. Donc d'un point de vue strictement pragmatique, c'est-à-dire en regardant les résultats, c'était une très bonne stratégie, même si on peut évidemment le regretter. En tant que professeur de droit vaguement attaché, parce que ça fait partie de notre ordre constitutionnel, à l'état de droit, je dois avouer que j'avais été un petit peu étonné fut un temps, mais enfin à moitié étonné, ou avec un faux étonnement, parce que c'est malheureusement quelque chose d'assez courant dans le monde de la santé, et je ne vous parle pas de la police des étrangers, où c'est évidemment bien pire, mais dans le monde de la santé, on connaît évidemment la situation parallèle des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues, qui ont eu pendant très longtemps un ordre prévu par la loi, et une absence de décret d'application, jusqu'au moment où il y a eu un recours devant le Conseil d'État, condamnant l'État sous astreinte à prendre des textes d'application. Donc malheureusement, c'est assez courant, mais pour revenir à l'ostéopathie, cela veut dire sans doute que le ministère n'avait pas une dent particulière contre l'ostéopathie, mais que c'est fort malheureusement une modalité assez habituelle de travail dans ces couloirs. Voilà, pour la non-réponse à la question. C'est pas mal hein, comme non-réponse. Bon, bah, ça lance le débat. Alors, moi, je vais répondre à la question, du coup. Alors, la question, c'est est-ce que la méthodologie est équilibrée? Est-ce qu'elle a des points de fragilité? Alors, sur l'équilibre, effectivement, on aurait pu s'attendre à ce que les choses soient extrêmement complexes entre les différentes parties qui discutent autour de la table. Et je dois reconnaître, et je suis assez d'accord avec Mme Lenoir Salfati sur le fait que, bon, après une phase, on va dire, d'observation et de marquage de territoire, on va appeler ça comme ça,
petit à petit, en effet, les acteurs ont appris à se connaître, y compris humainement, à s'écouter, et je trouve que dans l'ensemble, quand même, en général, des vraies solutions de compromis ont été trouvées de façon à satisfaire l'ensemble des parties prenantes. Et ça, alors c'est à la fois parce que les travaux ont été longs, je crois qu'on a eu une vingtaine de réunions, si je ne me trompe pas, donc au bout d'une réunion, on finit par se connaître, et puis parce qu'il y avait aussi une véritable volonté de l'administration qui était représentée par Madame Honor Salfati, que ces travaux avancent, qu'ils avancent dans un esprit de consensus, et à chaque fois que au sein du groupe, certaines dérives ont pu apparaître, il y a eu des recadrages assez efficaces qui ont été opérés. Donc au final, je crois qu'on arrive à un dispositif qui est assez équilibré entre les souhaits des différentes parties. Sur les points de fragilité, j'ai lu, relu dans tous les sens les textes qui ont été publiés ou qui vont être publiés dans les semaines qui viennent. Bon, j'ai aussi un regard juridique, hein, comme vous le savez. Le Conseil d'État, pour ce qui concerne le décret sur les agréments des écoles, a fait un examen attentif, me semble-t-il, de ces textes. Franchement, je ne vois pas où il y aurait un point de fragilité sur le dispositif qui est en cours d'achèvement. Bon, après, l'avenir nous dira si un avocat un peu malin trouve une faille, mais ce dispositif est quand même nettement plus robuste juridiquement que l'était celui de 2007, me semble-t-il. Oui, moi je ne vais pas parler beaucoup de la méthodologie. Je tiens à souligner deux choses. La première, c'est remercier Mme Honor Salfati, au travers elle, quand même, la volonté du gouvernement qui n'a pas cédé durant tout ce temps. C'est peut-être pas si évident que ça, on ne connaît pas bien ce qui se passe derrière le rideau. Et je pense que sans ces deux volontés, le cadrage et votre arbitrage, on n'aurait probablement pas obtenu ce qu'on a pu obtenir. La deuxième chose, la vertu de ce travail, pour avoir vécu malheureusement 2007, je trouvais les choses assez tragiques en conclusion. L'événement, à mon sens, a été pour la première fois un travail unitaire de différentes parties d'ostéopathes. Les plus anciens connaissent notre triste historique à ce niveau-là. Et on a pu se rejoindre au sein de l'unité pour l'ostéopathie, l'UPO. Personnellement, moi je suis à l'UFOF, je suis un des membres fondateurs de l'UFOF. Je suis responsable, président d'un groupe de collège, et on a eu historiquement des différents conceptuels, par exemple avec le SNESO, puis on a fini par se retrouver, on a fini par trouver qu'on avait beaucoup plus de choses en commun, et surtout une grande volonté de faire quelque chose pour l'ostéopathie en France. Et mis à part l'UFOF qui n'a pas encore intégré l'UPO, j'espère que ça va se faire. Je crois que là, on a posé les premières pierres, en tout cas, il faut l'espérer, hein, les premières pierres d'un vrai travail unitaire en ostéopathie, et on le doit quand même en partie à ce projet de réforme. Tojanski, si vous voulez parler. Oui. Donc c'est vrai que si on reprend l'historique, et je crois que le rapport EGAS le précise bien, il y a eu une loi qui était ambiguë, des décrets qui étaient ambigus, il y a eu des pressions des uns et des autres, du lobbying qui a été très bien fait, et je félicite mon voisin de gauche. Voilà. C'est vrai que chacun, quand on est arrivé autour de la table, avait, je dirais, un passé derrière lui. Et je pense que ce qui nous a réunis, et ce qui nous permet d'avoir un dispositif aujourd'hui qui tient la route, hein, c'est notre volonté de la reconnaissance de l'ostéopathie. Je crois qu'en tant que professionnel de santé, on a toujours souhaité je veux dire, la reconnaissance de l'ostéopathie à travers toutes les actions qu'on a pu faire. Historique, où c'était l'exercice illégal de la médecine, où c'est devenu l'exercice illégal de la médecine. Et donc la construction de l'ostéopathie en France, je dirais quoi, personne ne peut s'approprier la responsabilité, mais on y a tous participé. Et autour de la table, c'est ce qui a, je dirais, surpassé nos clivages. Et c'est vrai qu'il y a toujours des différences. C'est vrai qu'on souhaiterait tous de voir une ostéopathie différente ou avec des voies éventuellement différentes, une évolution différente. L'avenir nous dira ce qu'il en est, mais en tout cas, ce qu'on a souhaité, et c'est vrai que l'expérience depuis 2007 nous a montré que l'ostéopathie se dégradait, et ça, c'était pas supportable. Et il fallait faire quelque chose. Voilà. Féval, tu veux bien passer ? Oui,
merci Madame Lenore-Salfati d'avoir mené à bien, presque à bien ces travaux. Et j'espère que le 19 octobre au soir, nous aurons abouti et que l'ensemble, je dirais, des professionnels de l'ostéopathie exclusive, qui pratiquent de façon exclusive, et des professionnels de santé seront à même, dans cette dernière journée de travail, de comprendre qu'on défend les intérêts de l'ostéopathie et non pas les intérêts corporatistes. Si depuis 2007, on avait l'impression que le ministère de la Santé avait tout mis en œuvre pour tuer l'ostéopathie, aujourd'hui, j'ai l'impression que, nous avons tous la sensation ici, que les choses sont bien parties, bel et bien parties. Encore faudrait-il que l'IGAS, les ARS remplissent leur travail de façon sereine, organisée, et que, de telle sorte qu'on puisse échapper à des recours auprès des tribunaux qui permettent des dérives à travers des avocats toujours plus intelligents les uns que les autres, et des méandres de la juridiction qui sont toujours aléatoires, puisque la justice reste humaine. Voilà ce que je tenais à dire. Enfin, merci beaucoup pour tous les acteurs professionnels de santé et surtout les exclusifs. Merci à Jean-Pierre Guillaume également de nous avoir rejoints. De toute façon, il y a des professionnels de santé exclusifs, donc Bien. Y a-t-il des questions donc, sur la méthodologie de ce... Jérôme, je peux reprendre la parole j'aurais une seconde. Un regard, encore une fois, un petit peu global, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Quand j'ai vu arriver les textes, j'ai eu l'impression suivante, alors que depuis 2007, j'avais l'impression d'avoir des bidules un peu bizarroïdes. Je me suis dit, tiens, on revient dans une certaine normalité administrative. Et du point de vue, pour répondre à Patrick Féval, de la possibilité d'exercer des recours pour excès de pouvoir contre les agréments, c'est toujours possible, et heureusement, c'est le signe de l'état de droit. Mais il me semble que les textes sont construits autour d'éléments très objectivés, ce qui veut dire qu'il y aura assez peu de marge d'appréciation, me semble-t-il, de la part de la Commission, ce qui évitera justement une trop grande, on pourrait dire, appréciation souveraine de la Commission, pour prendre un vocable habituellement, enfin plus juridique. On a effectivement le même sentiment, et le travail qu'on a fait avec le Conseil d'État nous a également permis ça. J'ajoute d'ailleurs que le Conseil d'État était extrêmement aidant là-dessus, et notamment il a regardé avec attention notre texte au regard de la directive service, parce que là aussi il y avait potentiellement une fragilité d'imposer un certain nombre de critères qui pouvaient percuter la libre entreprise au sens de la directive service, et un certain nombre, ils ont regardé, et à chaque fois, c'était tout à fait intéressant le travail qu'on a eu en section sociale. Ils prenaient tous nos critères en disant, bon, l'objectif, ils avaient bien compris, qualité, sécurité, etc. En quoi ce critère est nécessaire pour... Voilà. Et il y a des choses, typiquement, qui nous ont fait... qu'ils ont gardé, mais pour lesquelles ils ont abaissé l'exigence, tout ce qui était exigence de ressources financières, en disant, à la limite, l'école fait faillite, alors on le laisse. On laisse le critère. Je prends celui-là parce qu'il est intéressant. On laisse le critère parce qu'évidemment, on veut bien entendre qu'un cursus qui serait fait dans 4 écoles qui ferait successivement faillite, c'est pas un bon cursus, mais vous n'êtes pas en droit, dans les documents que vous allez demander, d'exiger toute une série de documents comptables, etc., parce que ce n'est pas votre objet. Et là, il pourrait y avoir, etc. Et ils ont fait ça vraiment critère par critère, ce qui... je pense, au niveau juridique, sécurise vraiment le dispositif. C'est également pour ça qu'on a souhaité travailler clairement avec le Conseil d'État sur ce texte. Alors, on va parler du contenu, si vous voulez bien. Donc, je vais résumer en 3 questions. Selon vous, quels sont les nouveaux critères les plus structurants dans ce processus ou pour être plus précis, quelles adaptations sont nécessaires pour que les établissements réputés qualitatifs puissent satisfaire à la nouvelle réglementation, et comment les diplômes universitaires, qui jusque-là étaient réservés aux médecins pour la plupart, pas tous, à Bordeaux, étaient également ouverts aux kinésithérapeutes, donc comment les diplômes universitaires, qui sont contrôlés par l'ordre des médecins, vont pouvoir s'adapter à cette nouvelle réglementation, même si vous avez donné quelques éléments de réponse tout à l'heure. Qui souhaite répondre d'abord?
Féval. Alors on peut déjà se réjouir de voir non pas une uniformisation de la formation, parce que chaque école pourra garder un semblant de spécificité, mais il y a au moins une harmonisation sur les standards à minima de l'école, et plus particulièrement bon, sur les sciences fondamentales. Et généralement les écoles ne pêchaient pas trop par là, au moins les écoles de formation initiale, où il y avait vraiment un gros déficit et un risque majeur pour l'avenir de l'ostéopathie, parce que c'est ça que le SNESO défend, et le CFDO aussi, en représentant les professionnels. C'était l'avenir majeur, ça dépend de la qualité de la pratique clinique. Et là, il est important que le ministère de la Santé ait fixé un minimum de 150 consultations. Au sein du PO, on avait réclamé 200. Bon, on va se contenter de 150. Il est vrai qu'on a là, à travers le futur référentiel, un élément, une partition, je dirais, de qualité. Après, il va falloir trouver les bons musiciens. Donc, les décrets sur les critères d'agrément, sur la qualité de l'encadrement pédagogique et tout ça, sont réellement faits pour que la qualité des musiciens soit là. Après, il va falloir aussi un bon chef d'orchestre. En principe, il est prévu, il doit être ostéopathe. Mais tout ça, il va falloir le mettre en musique. Mais là, je trouve que l'élément majeur, c'est que 2660 heures, c'était risible comme temps de formation. La clinique n'était absolument pas du tout évoquée. Le retrait d'agrément dans les décrets n'était pas du tout évoqué. Donc, il y a vraiment quelque chose qui était structuré. Au niveau de la formation, c'est vraiment très structuré. Parfois, peut-être même un peu trop, parce que je déplore, pour moi qui ai été formé, je dirais, à la méthode anglo-saxonne, et quand on compare, je dirais, l'évolution pédagogique dans les pays, même de l'Europe du Nord, je ne parle pas anglo-américain, anglo-saxon, mais de l'Europe du Nord, on voit que dans l'enseignement supérieur, on se retire de plus en plus du calcul de nombre d'heures, et où les étudiants se rendent en cours pour aller chercher des devoirs à faire, à rendre, à préparer, à exposer et tout ça, et ne viennent plus parce que ce sont des cours obligatoires. C'est là où je trouve qu'on est en train de comptabiliser des heures, mais bon, il faut à la fois du quantitatif et aussi du qualitatif. Mais je dirais qu'en règle générale, c'est plus que satisfaisant. Bon, Jean-Pierre Guillaume, donc autre responsable de formation, voudrait ajouter un mot. Et après, j'aimerais qu'il nous donne son avis sur les points les plus structurants, les 5 ou 6 points qui paraissent le plus structurants dans ce dispositif. Alors excusez-moi, je suis peut-être un tout petit peu long, mais j'entends pas mal de questionnements et je crois qu'il faut essayer de dégager un peu de perspective. Et ça va rejoindre la question du nombre d'ostéopathes. Et c'est un faux problème qui est posé actuellement, parce que sur les 20 000, sont-ils tous bien formés? Tous vont-ils continuer à exercer leur métier dans les 5 ans à venir? Enfin, vous voyez le tableau. Avec la réforme qu'on a fait, c'est un aboutissement quelque part. Ça fait 30 ans qu'on se bat pour obtenir cette réforme, mais en fait, c'est un début. Il s'avère que aujourd'hui, alors moi j'étais kiné, j'ai fait kiné 1 mois, après j'étais ostéopathe et j'ai fait médecine. Donc j'ai fréquenté la médecine hospitalière et je connais à peu près le monde des médecines alternatives et le monde de la médecine classique. Aujourd'hui, on sait, si on est honnête, que face à la plainte générale, de tout patient confondu, la médecine classique peut répondre si on est très généreux à 20%, avec efficacité. Certains disent 10%, voire moins. Mais elle est très efficace. Ça veut dire que c'est un grand partenaire pour nous. On n'est pas contre la médecine classique. Simplement, il y a un champ d'apport de soins qui n'est pas procuré par la médecine au concept allopathique. Ce qui explique probablement l'engouement de nos concitoyens pour des médecines dites alternatives ou différentes. Cet engouement est récent, et cet engouement, si on reprend l'analyse de la cellule de Matignon, pose problème parce que pour répondre à cet engouement, en face, on a pléthore d'intervenants, pléthore de thérapeutes, avec des concepts très différents, avec des formations pires que celles des ostéopathes. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais il y a une vraie demande, et il y a une vraie demande avec un vrai besoin qui concerne énormément de gens. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on peut considérer que l'ostéopathie a commencé à reprendre ses lettres de noblesse qu'elle avait peut-être eues à un certain temps, vu la conversation d'hier,
Mais ça arrive de façon disparate, c'est pas reconnu, mais d'ici de là, il y a des cliniques pédiatriques ostéopathiques qui ont l'air de satisfaire une population. Nous voyons des services hospitaliers, pour notre part, qui ouvrent par exemple leur service de soins palliatifs. Et ça se fait où? Ça se fait dans 2 centres, peut-être 2 services. Mais il y a combien de services? Il y a combien de services hospitaliers qui bénéficieraient de l'apport d'un ostéopathe, un véritable ostéopathe, conceptuellement ostéopathe et bien formé? Aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a, Madame Norsafati, je ne sais pas, 250 000 médecins à peu près, 70 000 cliniques. Voilà une population qui nous est proche et qui représente 320 000 praticiens pour la population française. En face, combien de praticiens de médecine alternative reconnus à qui on peut confier un patient en premier rang de consultation? On ne peut pas le dire. On a essayé de faire un travail avec différentes, en étant très ouvert sur d'autres formes de pratiques, et on retombe toujours sur la même chose actuellement. Soit vous avez un champ un peu New Age, avec pléthore de pratiques, dans lequel on ne valide pas du tout, on est contre ces pratiques. Et de l'autre côté, vous avez des gens, et je pense à mes copains homéopathes, où très peu arrivent à se détacher d'un type de consultation et d'une pratique homéopathique. Ils font grand écart, ils ne sont pas heureux, c'est pas facile pour eux, bon, à eux de se débrouiller avec ça. Et nous avons su grandir, évoluer, travailler, et ce qui n'a pas été dit hier, c'est la clinique ostéopathique extraordinaire, puisque je vous signale que le gouvernement a demandé qu'on cadre la formation sans qu'on ait validé des résultats scientifiquement recevables, entre guillemets. Ça, c'est le futur. Ce que j'ai entendu hier, ça fait 10 ans que je l'entends, et évidemment que c'est difficile. Mais qu'est-ce qui a été validé? C'est la clinique et la demande des gens. Ce qui est, à notre sens, extrêmement conséquent dans ce qui vient de se passer, c'est qu'enfin, on se donne les moyens d'une formation qui va aboutir à un praticien ostéopathe capable de réellement prendre en charge, avoir un champ d'application large, prendre en charge tout type de patient, avec les restrictions que l'on a mis, évidemment, dans les décrets d'agrément et décrets de formation. Et ça, c'est la première étape très forte dans ce qui a été fait, c'est qu'un nombre d'heures très conséquent, puisqu'on a 1300 heures pour l'acquisition de connaissances, non pas des pathologies, parce que là on est d'accord pour une fois avec nos collègues médecins, on se moque des pathologies, et on s'est battu pour que l'ostéopathie ne soit pas cantonnée à la résolution de pathologies fonctionnelles, on l'a dit hier, c'est une aberration, on ne sait pas ce que ça veut dire, pathologie organique ou fonctionnelle, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais la prise en charge d'un individu qui présente des altérations d'état de santé. Et pour ça, il faut connaître la sémiologie, la physiopathologie de ces altérations d'état de santé. 1300 heures consacrées à ça. On a 130 heures qui sont consacrées aux conduites à tenir en situation de premier rang d'intervention. Il n'était pas concevable de revendiquer la chance en 2007 de l'avoir. Quelle chance on a eu en 2007 d'obtenir un premier rang de consultation avec si peu d'heures consacrées à cet exercice. Et là, enfin, on a 130 heures, c'est très conséquent. 80 heures qui vont être consacrées à la conduite clinique un peu classique auprès des patients. Ça n'a jamais été fait. Donc, première étape, la position des futurs thérapeutes en tant que premier intervenant est tout à fait comparable aux autres. Je parle aux autres qui sont en premier rang d'intervention. Deuxième chose extraordinaire, et là le MECR nous a surpris, en rajoutant ce qu'on pensait quand même avoir fait quelque chose de vraiment très bien, c'est enfin identifier la qualification d'un praticien en situation pratique clinique auprès de vrais patients. De vrais patients, de tout type de patients. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis que les gens que les ostéopathes allaient prendre en charge sont des gens qui vont venir avec une simple entorse de cheville ou une petite PSH qui évolue gentiment. C'est ouvert à tout type de patients. Et dans nos cliniques, pour tous les centres qui ont des cliniques, on reçoit tout type de patients. Alors évidemment, je suis d'accord avec Patrick, 150 consultations, ça nous semblait pas suffisant, mais c'est déjà aussi très bien. C'est déjà aussi très bien. Donc on est tout à fait OK sur ce compromis. Donc nos futurs étudiants, futurs diplômés, dans l'ensemble maintenant, pas seulement dans quelques écoles qui ont fait l'effort, l'ensemble des ostéopathes de demain vont sortir avec 50 formations, une vraie connaissance solide pour accueillir des patients, tout type de patients, savoir travailler en partenariat avec les allopathes, et avoir déjà au préalable dans les centres de formation, dans les cliniques, avoir expérimenté une véritable qualité. Donc,
ce que pense aujourd'hui, c'est le début aujourd'hui. C'est seulement le début d'une médecine ostéopathique qui va intégrer les médecines alternatives, à l'égal de l'homéopathie ou de la médecine chinoise. Bon, eux verront leur évolution. Mais nous avons fait cet effort. Et vraiment, pour nous, c'est un futur. Donc, vous débrouillerez avec eux. Mais vraiment, je tenais à vous le dire parce qu'on entend de ci, de là des choses extrêmement pessimistes sur un tableau qui s'est noirci au fil du temps. C'est le tableau de demain, on va le faire ensemble, hein, j'espère en tout cas, mais je pense qu'il est extrêmement intéressant, passionnant, et puis on verra pour la recherche. Voilà. Merci. Philippe, tu souhaites répondre sur... C'est-à-dire que personne n'a répondu à la question. Oui, donc je comptais reprendre. Si vous voulez, je peux parler des DU, mais... Avant de parler des DU, Oui, est-ce qu'il est possible de parler... Je vais juste répondre des DU. Questions rapides et réponses rapides, j'en ai globalement parlé. Tel que nous l'avons conçu, les diplômes délivrés par l'université, je ne dirais pas nécessairement les diplômes universitaires, on verra quels sont les types de diplômes, dans le dispositif qu'on a posé, ne sont plus validés par les conseils de l'ordre, mais par l'université, puisque clairement, c'est à l'université d'assumer, et on a posé des choses assez claires dans les textes qui vont se poursuivre, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est dans le cadre de la procédure d'accréditation des universités que l'université sera habilitée à délivrer un diplôme en ostéopathie, et le diplôme en ostéopathie devra se conformer au référentiel de formation de la profession concernée. Et donc, on est revenu dans un cadre normal. Ce n'est pas du ressort des ordres de le faire, mais de l'université. Ça avait été retenu en 2007 en l'absence d'eux. Donc il fallait bien, de toute façon, combler le vide, mais on est revenu à une situation plus normale de validation académique. Avec l'accréditation. Merci. Quelles adaptations pour les établissements? Alors, la première question, c'était en fait quels sont les critères les plus structurants. J'allais la mémoire en fait. Alors, bon, ces questions, c'est nous qui les avons préparées pour donner un petit peu de corps et de liant au débat. Et donc j'ai la réponse. J'ai essayé de poser des questions auxquelles je veux des réponses. Je suis pas masochiste au point de poser des questions auxquelles je sais que je sais sécher. Alors il y en a 2 ou 3 qui sont extrêmement structurants. Hein. Patrick a parlé des 150 consultations. Je pense que au moment où ces textes ont été rédigés, il y a maintenant presque un an, il y avait très peu d'établissements qui étaient en capacité de garantir 150 consultations complètes et validées par étudiant. Le deuxième élément structurant, c'est l'équipe pédagogique. 25 équivalents temps plein, un équivalent temps plein par 25 étudiants et un coordinateur par promotion. Enfin, c'est des normes en termes d'équipe pédagogique qui sont assez élevées. Aujourd'hui, il y a pas mal d'établissements qui ne sont pas dans ces normes-là. Seront-ils capables de s'y mettre d'ici fin février? On verra. Mais on a là quand même deux éléments globaux très structurants. Au-delà, j'ai envie de vous dire que c'est l'ensemble du dispositif qui est structurant. C'est-à-dire que au-delà de 2-3 champs qui sont assez robustes, un directeur d'établissement me disait au printemps, mais finalement, c'est un peu comme quand on veut aller voler le coffre-fort d'une banque, on passe par une pièce où il y a un tas de faisceaux laser dans tous les sens, et la difficulté de l'établissement, ça va être de passer dans les faisceaux laser. Et c'est un peu ça finalement, c'est que c'est la multiplicité des critères, tous aussi exigeants les uns que les autres, qui va faire que obtenir l'agrément, ça va quand même être relativement compliqué pour des écoles qui ne sont pas qualitatives. Donc voilà, finalement c'est plutôt l'ensemble qu'il faut considérer comme étant très structurant. Pour la deuxième question à laquelle Jérôme voulait absolument que je réponde, bon, je ne suis pas directeur d'établissement, simplement on a une petite vision de ce qui se passe dans le monde de la formation. On sait qu'il y a un certain nombre d'établissements qui aujourd'hui fonctionnent à peu près selon les critères qui ont été définis. Dans ce décret, il y aura quelques ajustements à faire en termes de RH, mais à la marge. Pour cela, il n'y aura pas une grosse adaptation à faire. Par contre, en revanche, on sait aussi qu'il y a des endroits où ça va demander un énorme effort, et surtout un énorme effort financier. C'est-à-dire que beaucoup d'établissements aujourd'hui sont devant un dispositif qui va leur demander d'injecter certainement des centaines de milliers d'euros dans le projet,
Et là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils feront le pas? Est-ce qu'il y a un moment où il n'y a pas mal de directeurs d'école qui vont se dire, finalement, j'injecte pas 300 000 euros avec en plus le risque économique qui pend, c'est-à-dire dans 3 ans des promotions à 5 étudiants. Donc il y a là aujourd'hui véritablement un contexte, une conjoncture où des éléments réglementaires tels que ceux qui sont en cours de réalisation et en même temps des éléments économiques, je pense, vont être relativement efficaces. Tiens. Oui, donc moi je voulais juste intervenir sur notre position et surtout le modèle qui a été pris sur les agréments des écoles. C'est-à-dire qu'on s'est servi, et le ministère l'a voulu, s'est servi sur le modèle des instituts paramédicaux. Et on aurait pu jouer un jeu idiot qui aurait été de dire on laisse ce modèle qui ne fonctionne pas très bien. Et en fait, on verra que l'agrément ne va pas servir à grand-chose, on n'ira pas vers la qualité. On n'a pas souhaité ça, et c'est vrai que, on parlait d'arrêt ingénierie qui allait vite à 18 mois, c'est décliné, a pris 5 ans, 6 ans et toujours pas fini. Donc, c'est pour bientôt, oui. Et donc, c'est vrai qu'on connaissait bien je dirais, les défauts et les envies de changement des instituts paramédicaux, et c'est vrai qu'on est rentré dans le jeu de la qualité, en mettant, comme Michel Benoît-Salpati le rappelait, une notion de clinica qui nous paraît évidente pour une profession enfin pour des professionnels qui vont intervenir en libéral, qui seront seuls et lâchés sur le marché. On voit bien aujourd'hui pour les médecins la difficulté qu'ont les médecins à aller en libéral, parce qu'ils mettent 10 ans d'hospitalier pour aller en libéral, parce qu'ils ont peur du libéral, parce qu'on est tout seul. Voilà, donc cette notion de clinica nous paraît importante pour toutes les professions diverses et variées qui se retrouvent face à leurs patients ou à l'usager. Voilà, donc, et d'autre part, on avait aussi la volonté d'avoir un conseil pédagogique, un conseil scientifique, ne pas se dire, et notamment l'apport des sciences de l'éducation, où certains d'entre nous ont été sensibilisés aux sciences de l'éducation, et c'est vrai qu'en France, on a plutôt l'habitude de faire confiance à l'expertise dans un domaine, pour se dire que si vous êtes expert dans un domaine, vous savez enseigner. Et on a tous été à l'école, et on a tous eu des profs qui étaient super brillants intellectuellement, mais pour passer une idée, c'était plutôt dramatique. Et on a eu la chance d'avoir, de la part des ostéopathes exclusifs, non professionnels de santé, de temps en temps, un agrégé donc il nous disait bien que c'est pas parce qu'on est expert qu'on sait faire passer un message. Et c'est pour ça qu'on a mis des critères qui, à notre avis, étaient vraiment des critères de qualité d'enseignement et pas forcément des critères d'expertise. Et c'est vrai qu'on a souhaité que le directeur soit ostéopathe, parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, enfin dans les instituts de formation, on n'a pas forcément un professionnel qui est du même métier que celui qui l'encadre, enfin qui met en œuvre au niveau de la formation, et ça nous pose des problèmes. Et donc, on a souhaité aussi qu'il ait des compétences en sciences de l'éducation, en management, parce que diriger une école, c'est pas parce que vous êtes ostéopathe que vous savez diriger une école. Donc, si on veut avoir une pérennité des écoles d'ostéopathie, on a voulu qu'il y ait quelque chose qui tienne la route. Voilà, tous les uns et les autres. Voilà. Et puis, c'est vrai que le dernier volet, c'était le volet financier. On sait pertinemment qu'il y a des fonds de pension qui financent des écoles d'ostéo en faisant 3 ans, donnant un diplôme et en faisant pas forcément de la qualité. Aujourd'hui, avec les ratios imposés en termes de TD, en termes d'enseignement, de TD et enseignement aux magistraux, on sait à peu près le coût de la scolarité. Donc le ratio va être vite fait, et je pense que les prix de scolarité ne peuvent pas grimper indéfiniment. Donc on devrait avoir de la qualité, et ce critère financier nous apparaît aussi important. D'autant plus, et pour compléter ce que disait tout à l'heure Mme Benoît-Salpati, c'est vrai que le Conseil d'État n'a pas voulu qu'on ait accès à trop de documents comptables des écoles. Cela dit, il y a un tas de sites internet où, en payant, on peut se procurer les bilans des années précédentes. Donc on aura aussi, malgré tout, une visibilité sur les enjeux financiers d'école. Donc effectivement, nous n'hésiterons pas. On va passer au troisième point, si vous voulez bien, qui est les conséquences sur la formation. Donc, la première question, c'était est-ce que ce dispositif permettra de réguler la démographie? Je pense qu'on y a partiellement répondu au moins. Ensuite,
Quid des étudiants des établissements non agréés? Est-ce qu'ils pourront poursuivre leur cursus? Et enfin, est-il imaginable, Philippe a commencé à y répondre, que la formation à l'ostéopathie puisse être universitarisée un jour et dans quelles conditions? Un jour, oui, voilà. Mon voisin me souffle la réponse, mais un jour on verra. Aujourd'hui, non, c'est pas du tout dans le prisme de la réforme. Donc ce sont des écoles. C'est un peu le même type de réponse. Ce ne sera pas une pression de santé. Il y aura pas, pour l'instant, il n'y a pas de diplôme d'État. Il n'y a pas d'adossement à l'université du diplôme. Voilà. Après. Que deviendra l'ostéopathie dans 10, 15, 20 ans? Quelles seront ses évolutions? Je ne sais pas, d'autres que moi, au moins, l'incarneront, mais aujourd'hui, ce n'est pas dans le champ, effectivement, de la réforme. Oui, je voudrais ajouter une ou deux petites choses à propos de cette question de la régulation démographique. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a une chose qui surplombe toutes les professions aujourd'hui, qui est la directive service de 2005. Et aujourd'hui, l'idée, c'est les personnes se forment et ensuite elles exercent, et puis le marché fait son œuvre. Très clairement, c'est l'idée dominante en Europe, et dès qu'on est sur un modèle un petit peu différent, la question, c'est arriver à convaincre la Commission européenne, et aujourd'hui, on ne convainc pas la Commission européenne. Regardez les problèmes qu'ont les notaires, alors qu'ils sont quand même extrêmement structurés et très riches, et ils n'y arrivent plus. Bon. Donc, ça, c'est important, parce que il me semble que, quand j'ai lu le texte dont on débat, je me suis dit, c'est en fait quelque chose d'extrêmement... Alors, je ne sais pas si c'est une modalité de régulation démographique moderne, je ne crois pas, c'est plutôt post-moderne. En tout cas, c'est très actuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre professionnel, et autant vous le dire, quelles que soient les professions et les secteurs, les ordres ne sont pas en dehors de syndiqués aujourd'hui. Donc, il est absolument vain d'imaginer d'en avoir un à court, voire à moyen terme, et pour les raisons sus évoquées. Il n'est pas pensable, je ne fais que le mentionner, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, d'avoir un numerus clausus ou des quotas, parce qu'on n'est pas dans la 4e partie du Code de la santé publique, dans un certain nombre d'arguments techniques, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. En revanche, il y a quelque chose qui m'a énormément frappé, c'est le fait de dire les établissements pour délivrer des diplômes qui permettent d'accéder au titre doivent répondre à un certain nombre de conditions. C'est le sens du décret. Mais ça veut dire que vous pouvez parfaitement délivrer des diplômes si vous ne répondez pas aux conditions, sauf que les diplômes que vous délivrez ne permettent pas d'accéder au titre. Et c'est quelque chose d'extrêmement étonnant par rapport aux modalités classiques d'organisation de la délivrance des diplômes, où en gros l'idée c'était de dire, quand vous avez un diplôme, l'État vous garantit que votre diplôme vaut quelque chose. Aujourd'hui, non, vous avez un diplôme, et puis on verra bien après ce qu'il vaut en fonction du contenu de votre formation. Donc c'est un modèle extrêmement différent, et disons-le comme ça, parce que je commence à fatiguer, j'ai bien peur que ce soit un modèle en extension. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai bien peur qu'un certain nombre de personnes se fassent rouler dans la farine, avec les sommes qu'on a évoquées. Je pense que pour un certain nombre d'individus, ça va être relativement dramatique, cette histoire-là. Quant à l'université, à quand l'universitarisation des formations? Ça, c'est l'universitaire qui parle, sans doute pas demain. Pourquoi? Parce que notre problème à l'université aujourd'hui, c'est maintenir les formations existantes avec une baisse constante des moyens. Quant à en créer d'autres, on verra bien après. D'abord, on saute aux fesses, et on verra après. Ce que vient de dire Joël au sujet de diplômes qui ne mèneraient à rien, je crois aussi que là encore, la profession doit être responsable. C'est-à-dire que le décret là, prévoit qu'à la fois le ministère d'ailleurs publie la liste des établissements de formation qui ont été agréés, et que sur demande, il donne la liste des établissements dont l'agrément aura été rejeté. Je peux vous garantir que dès que possible, un courrier partira du SFDO au ministère pour obtenir cette liste. Et que dès le lendemain, cette liste sera sur le site du syndicat. C'est-à-dire qu'il y a un effort de communication qui doit être fait par l'ensemble des acteurs et qui soit disponible pour que l'ensemble des potentiels étudiants sachent où se former pour obtenir l'accès à l'exercice de l'ostéopathie. Enfin, là c'est notre responsabilité. Moi, je suis convaincue qu'une école qui ne sera pas agréée, ce que je disais, que vous reprenez, hein, en disant au fond, une école, on ne la ferme pas, on lui retire l'agrément. Mais globalement,
les effets vont être les mêmes, ne serait-ce que par la fuite des étudiants et les effets économiques. La seule chose qui est notre crainte aujourd'hui, dont pourraient arguer certaines écoles, comme tous les ans on peut demander un agrément, c'est effectivement, c'est la seule crainte de dire aux étudiants, mais attendez, ne partez pas, on va se mettre à niveau pour l'année prochaine, et pour votre 3e année et la suite, ne vous inquiétez pas, on sera à nouveau agréé. Donc ça, c'est la seule crainte qu'on a aujourd'hui, et sur laquelle il va falloir effectivement qu'on travaille et qu'on communique. Alors, concernant les conséquences sur la profession, donc, la première question, c'est est-ce que cette réforme place l'ostéopathie en situation de devenir une profession de santé? La réponse est clairement non pour l'instant. On l'a entendu tout à l'heure. Quid de l'avenir? La question suivante pourrait être est-ce que cette réforme est susceptible de favoriser la recherche en ostéopathie? Ensuite, est-ce qu'elle est susceptible de favoriser l'intégration de l'ostéopathe à l'hôpital? Ça, c'est une question qui me paraît importante. Ensuite, quelles sont les conséquences de la loi ESR sur le dispositif d'agrément? La loi ESR, c'est la loi Enseignement supérieur et Recherche de 2013, qui donne au ministère de l'Enseignement supérieur les prérogatives, justement, sur ces établissements. Et enfin, est-ce que, puisque le futur décret prévoit une formation en 5 ans, quid des gens qui sont, par exemple, formés en Angleterre en 4 ans, ou dans d'autres pays où les prérogatives sont inférieures? Comment vont-ils pouvoir exercer en France? Voilà. Alors, on commence. Si vous voulez. La dernière, elle est facile. Effectivement, enfin, au fond, ce sera la même chose que pour l'ensemble des autres professionnels. À partir du moment où il n'y a pas une reconnaissance automatique, etc., ils déposeront leur dossier auprès de ce joli sigle que vous connaissez en région qui s'appelle une DRJSCS. Et le dossier sera examiné en fonction, effectivement, pas seulement de la durée, mais du contenu et de la compétence. Et on verra, effectivement, si on peut donner l'autorisation d'exercice ou s'il faut, effectivement, que le professionnel fasse un complément avant de pouvoir exercer. Donc ça ne change au fond rien au droit constant. Le dossier est examiné par qui? Par la commission régionale d'attribution du titre, qui ne siègent plus depuis fort longtemps, qui ne sont plus sollicités, dans lesquels il y a eu les mêmes dysfonctionnements que sur les commissions nationales. Comment ça va se passer en fait? Il y aura de nouvelles commissions qui vont être nommées? Il faudra la refaire fonctionner et effectivement il faudra qu'on... à partir du moment où les textes vont être publiés, de toute façon on prévoit un certain nombre d'instructions à l'ensemble des acteurs, ARS, rectorat, DRJSCS, etc., pour les informer du dispositif et de la façon dont ils devront y concourir. Et donc les DRJSCS seront appelés à réactiver potentiellement. Voilà. Après, moi, si j'étais... je vais être légèrement facétieuse. On parle de crise démographique. Peut-être n'y a-t-il pas non plus nécessité que des ostéopathes du monde entier viennent s'installer là où il y a peut-être beaucoup d'ostéopathes formés chez nous. Donc, est-ce que... Peut-être même qu'on pourrait exporter. Peut-être même pourrait-on, à la limite, exporter. Ça se fait. Manifestement, il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui veulent venir travailler en France aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Il y a plein de jeunes qui partent dans les différents États européens. Alors, sur la recherche, manifestement oui, et je l'indiquais hier soir, le fait que dorénavant, dans le référentiel d'activité, l'ostéopathie soit définie de manière précise, positive, c'est facilitant pour la recherche, premièrement. Deuxièmement, le fait que les futurs diplômés d'ostéopathie aient une formation de près de 5000 heures, avec notamment une initiation au domaine de la recherche, et que par ailleurs, certains établissements aient contractualisé avec les universités pour que leurs étudiants en même temps fassent un master, tout ça, c'est des éléments favorisant la recherche, et je crois que, je rejoins assez ce que dit Jean-Pierre, on est au début de quelque chose. S'agissant de l'hôpital, je suis assez convaincu aussi que dès lors qu'on harmonise la formation et qu'on l'harmonise plutôt à haut niveau, ça va être relativement rassurant, et quel que soit le profil de professionnel, ça va être relativement rassurant pour les différents chefs de service et directeurs d'hôpitaux en termes de niveau de recrutement. Et je pense que là aussi, ça va être facilitant. Maintenant, dans ce domaine-là également, tout reste à faire.
On n'a pas de statut. On n'a pas de statut à l'hôpital. Ouais, donc moi je serais un peu plus nuancé. Je pense que voilà, mais je pense que ce qui est important pour la recherche, c'est d'avoir des étudiants qui cherchent et qui soient encadrés. Donc je pense que ce qui est intéressant dans l'agrément qu'on a fait, c'est les 150 consultations, le mémoire derrière, et que ça se passe dans les cliniques adossées aux écoles. Donc là, il y a une potentialité pour pouvoir le faire. Après, l'université et les masters, on sait bien qu'il y a différents masters, c'est pas parce que vous avez un master que vous allez faire de la recherche, puisqu'il y a différents masters, du master recherche et du master recherche. Donc je pense que la potentialité, c'est d'avoir des étudiants qui cherchent, d'avoir des enseignants qui soient bien formés, et d'avoir des patients sur lesquels on puisse faire des, entre guillemets, essais cliniques, pour pouvoir savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Je pense qu'aujourd'hui, la problématique de l'ostéopathie, et on le connaît tous puisqu'on est tous ostéopathes, c'est qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est le domaine du, je dirais de l'effet placebo, ou qu'est-ce qui fonctionne vraiment. Et quand on voit la diversité d'exercices des ostéopathes et des enseignements, on a besoin d'une recherche, évidemment. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, c'est grâce aux écoles, grâce à cette recherche, et encore, je le redis, c'est la multiplication des acteurs qui vont donner des points de vue différents et qui vont pouvoir montrer si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc travaillons ensemble. Il me semble que la question sur la recherche parlait plutôt d'une recherche à grande échelle. La recherche dans les cliniques, c'est un biais majeur. Et la recherche, je ne pense pas qu'il soit question ici de recherche dans les établissements de formation. Tu m'arrêtes si je me trompe, Philippe. Pas uniquement en tout cas. Au sens général, tous les gars. Et juste pour compléter ce qu'il disait Yvan, pour compléter effectivement ce qu'il disait Yvan, effectivement, il y a des masters qui ne sont pas des masters de recherche. Néanmoins, quand des jeunes ostéopathes obtiennent un master de recherche en même temps ou juste après leur diplôme d'ostéopathe, ça leur laisse la possibilité ensuite de faire un PhD. Et à partir de là, on embraye une dynamique vertueuse vers la recherche. Donc, et c'est en train de se produire là aujourd'hui dans les écoles. Donc oui, clairement, je pense que cette réforme, elle est favorisante pour les deux sujets positifs. On va aborder le dernier thème, même si on en a déjà parlé, et puis après il nous restera quelques minutes pour des questions. Donc le dernier thème, c'était les conditions d'application et de contrôle de ce dispositif. Madame Loin-Salfati en a déjà parlé. La question pourrait être, les agréments étant délivrés sur dossier, quels éléments aura la commission qui va siéger, qui est consultative, je vous le rappelle, pour vérifier les informations qui figureront dans le dossier? Et est-ce qu'il y aura une vraie volonté ministérielle de suivre l'avis de cette commission? Question 1. Premièrement, la commission. Alors, il y avait aussi la question qui était posée tout à l'heure. La commission, on va la réunir. Il va falloir qu'elle se dote d'un règlement intérieur. Il va falloir aussi qu'elle se dote de règles de fonctionnement. Il y a les critères, il y a la façon dont on va les faire jouer, ces critères. Et je l'ai dit plusieurs fois, on ne va pas virer une école parce qu'elle dira, je dis ça au hasard, 149 consultations et tout le reste fait. Ce serait une décision imbécile. J'aimais bien la question des lasers et du faisceau. Évidemment, ça va être du faisceau d'indices plus que... Alors, il a 150 piles, et celui qui a 148, on ne le prendrait pas. Vous voyez, il va falloir qu'on ait et qu'on se donne des règles de fonctionnement. Donc ça, c'est la première chose. Ces règles seront-elles publiques? On verra, et ça, c'est des discussions qu'il faudra qu'on ait dans la commission autour de qu'est-ce qu'on mettra dans un règlement intérieur qui, lui, pourrait être rendu public. Troisième question, est-ce qu'il y aura un regard extérieur sur le travail de la commission? La réponse est non. Globalement, les commissions consultatives qui siègent, il y a effectivement les décisions qui sont rendues, etc., mais il n'y a pas de pouvoir de contrôle qui est prévu de l'extérieur, etc. Mais en revanche, si on diffuse les règles de travail qui seront les nôtres, c'est ça qui sera rendu public, mais pas le travail lui-même. Il n'y aura pas de possibilité d'interpellation de la commission. Sinon, on n'est plus dans un travail de commission tel qu'elles existent. La dernière, autre question, quelles seront les pièces dont on disposera? Ce seront effectivement des pièces de dossier extrêmement fournies. Vous allez voir ce que demande l'arrêté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dématérialisé le dossier, ce ne sera plus un dossier papier.
mais que ce sera un dossier effectivement informatisé, et tous les membres de la commission auront accès au dossier informatiquement, parce que sinon c'est des milliers de tonnes de papier qui seront demandés. Va-t-on, au moment de l'agrément, aller voir sur place? Non. J'y ai répondu tout à l'heure. C'est en décalé sur l'année 2015 qu'il y aura une mission d'inspection IGAS qui ira contrôler effectivement la réalité de fonctionnement des établissements, la possibilité de retrait de l'agrément. Et enfin, la dernière question facétieuse, mais j'y répondrai de la même façon. Une commission, le ministère utilisera une commission consultative comme une commission consultative. C'est-à-dire, évidemment, nous souhaitons suivre les avis qui seront posés par la commission. Je rappelle que quand il y aura égalité des votes, le président aura voix prépondérante, ce qui est une façon naturelle et une façon de répondre au débat, et que, comme on le fait dans d'autres situations de procédure, s'il nous apparaît, et nous ne le souhaitons pas, et tout le travail préparatoire au travail de la commission va essayer effectivement d'éviter ce type de situation, mais s'il apparaît à l'évidence qu'il y a une problématique dans l'avis rendu par la commission, rien n'interdit, il n'y a pas d'avis conforme, rien n'interdit au gouvernement de poser une décision qui ne serait pas celle proposée par la commission. On ne le souhaite pas, mais ça peut se produire. Pour vous donner un exemple, moi je préside en ce qui me concerne les commissions d'autorisation d'exercice pour les praticiens médecins à diplôme hors Union européenne qui souhaitent bénéficier d'une autorisation d'exercice. La commission donne un avis qu'on suit à 98,9%, et il y a des cas où on propose à la ministre une décision inverse que l'on motive. Et donc, on ne peut pas s'interdire a priori ce type de choses. En revanche, on peut tenter de l'encadrer le mieux possible en se donnant des moyens de travailler consensuels et des règles claires. Oui, je voudrais ajouter deux éléments et commentaires. Tout d'abord, sur l'accès à l'information, il y a un principe fondamental qui est la discrétion professionnelle, c'est-à-dire que les personnes qui participent à ces commissions n'ont rien à dire. Ça reste secret, et si information il y a, elle ressort de la motivation, mais la motivation, elle est faite par rapport à la décision de l'autorité décisionnaire. Ça, c'est absolument fondamental. Donc, il n'y aura pas, s'il y a filtre, c'est une infraction et une faute disciplinaire pour les fonctionnaires, pour être extrêmement... Enfin, s'il y a filtre, c'est une information filtre. La deuxième question, la deuxième chose qui me paraît importante à souligner, c'est qu'on pourrait se dire comment cela se fait-il que l'avis ne soit pas conforme. Soyons clairs, le principe du droit administratif, c'est qu'un avis est par nature non conforme. L'avis n'est qu'un avis. C'est l'autorité administrative qui décide, en l'occurrence le ministre. Donc ça, c'est le principe général du droit administratif. Les avis conformes sont extrêmement rares. Donc ce n'est pas une anomalie, c'est la norme. Ça me paraît absolument clair. L'autre chose, c'est que sur le fonctionnement interne, je vais tout vous dire, en fait, après les professions de santé, je travaille sur les conflits d'intérêts. Je pense que, eu égard au caractère extrêmement restreint du petit monde de l'ostéopathie, il va falloir sérieusement se pencher sur la question des conflits d'intérêts, parce qu'il va y avoir beaucoup d'incompatibilités, et il y a des gens qui vont souvent ne pas pouvoir voter, me semble-t-il. Il y aura obligation d'ailleurs de remplir ce qu'on appelle une DPI, une déclaration publique d'intérêt. Ça c'est très clair, mais voilà, ça c'est une chose qui me paraît importante. La dernière remarque que je voulais faire, c'était à propos des critères, et de se dire, ne soyons pas bêtes, si c'est 149 au lieu de 150, c'est pas un problème. Du point de vue de la technique juridique, je dois avouer que j'ai un peu de mal, parce que si c'est 150 dans un décret en Conseil d'État acte du Premier ministre, c'est pas 149. Donc ça m'embête. Sauf que, si la décision est favorable, il n'y a pas de motivation, puisqu'on ne motive que les décisions individuelles qui font grief. Donc personne ne saura pourquoi on a dit oui, alors que les critères n'étaient pas les bons. Sauf le concurrent qui n'aurait pas du tout envie et qui se dirait « il y a anguille sous roche », j'attaque, et à ce moment-là, on est bien obligé de donner les éléments du dossier, et on se rend compte que, auquel cas, le juge administratif pourra annuler. C'est pas une hypothèse d'école, mais on est quand même pas loin de l'hypothèse d'école. Voilà. Qui décide de la composition de ces membres de la commission? C'est dans le décret. C'est dans le décret qui a été publié, il y a la liste précise de tous les personnes qui auront vocation à siéger
Donc il y a toute l'administration qui sera nommée effectivement. Et puis pour les professionnels siégeants, ce sont justement les organisations syndicales représentatives. Et ce seront à elles de désigner leurs représentants. Bien, je pense qu'on peut remercier tous les participants.